Et ce soir, je vais vous parler du développement cognitif et affectif des aveugles. Alors du coup, j'ai choisi comme intervention quelque chose euh, à la fois, comment dire, généraliste sur ce concept du développement cognitif et affectif des enfants aveugles, et à la fois très spécifique où je vais vous illustrer quelques recherches que nous menons avec des collègues ici. D'accord ? Donc il y aura à la fois des résultats très généraux et puis à la fois des résultats très spécifiques. Par ailleurs, je vais probablement, donc c'est un séminaire grand public, je vais vous demander votre participation, donc je vais avoir besoin à un moment donné que vous sortiez une feuille et crayon. Donc anticipez, parce que ça sera plus facile dans la fluidité du... Donc voilà, et donc vous allez avoir 2 moments à dessiner des choses, donc il faut que vous ayez 2 feuilles et un crayon. Anticipez, parce que vous allez devoir montrer des choses. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, le PowerPoint qui est ici, il sera sur la page web de mon laboratoire, donc du coup vous pourrez aller le télécharger, il n'y a pas de problème, et il y aura peut-être un enregistrement, parce que je vois un truc rouge qui s'allume, donc c'est peut-être enregistré. Et bien donc c'est enregistré. C'est disponible sur MediaServer. Voilà, MediaServer, archives en PGF, donc vous avez le loisir de réécouter ou diffuser. Alors, tout d'abord, il faut se placer, donc moi je me place du côté de la personne voyante. On sait que la vision, donc là c'est juste un panorama extrêmement large, on sait que la vision, la modalité visuelle joue un rôle extrêmement important dans le développement psychologique de la personne voyante, à tout un tas de niveaux, donc j'ai essayé de lister, premièrement dans tout ce qui est rôle social et affectif, et ça c'est dès les premières heures de la vie, puisque le bébé, dès qu'il naît, il va porter son regard, et on sait qu'il a des compétences précoces qui fait qu'il va pouvoir développer tout un tas d'interactions avec sa maman. On sait que c'est extrêmement important dans le développement de la tonicité et de l'organisation posturale pour le bébé. On sait que, évidemment, les activités manuelles, motrices, eh bien, quand il y a la vision, eh bien, la vision joue un rôle tout à fait important pour aller saisir l'objet, le transformer, jouer. On sait que, évidemment, marcher, se déplacer, implique la vision. Si vous vous mettez à fermer les yeux, par exemple, on sait qu'on oscille plus, que c'est très difficile de maintenir une trajectoire rectiligne. Enfin, voilà, il y a tout un tas de domaines où la vision joue un rôle extrêmement important. Du coup, si on a une absence de vision, alors depuis la naissance ou pendant les premières années, eh bien, on peut se demander quelles sont les conséquences de cette absence de vision sur le développement psychologique de l'enfant et puis à l'âge adulte. Et on sait que du coup, on va aller essayer d'étudier quels sont les domaines. Est-ce qu'il y a un effet général sur l'ensemble du développement psychologique? Est-ce qu'il y a des effets spécifiques? Et puis, dans spécifique, pourquoi, dans quelles conditions ce développement psychologique est affecté par cette perte de vision, soit précoce depuis la naissance, soit tardive, c'est-à-dire au bout de 3 ou 4 années. Donc en fait, les chercheurs, ils se sont interrogés depuis les années 50 sur justement cet effet, ces conséquences de cette privation sensorielle. Et là, je vous ai mis un petit texte, un petit honneur, parce que c'était un petit hommage à mon ancienne directrice de thèse qui est Yvette Atwell, et je vous ai mis dans une synthèse qu'elle a écrite il y a 10 ans, qui raconte en fait sur ses travaux pionniers, donc c'était année 66, je ne sais pas si vous imaginez, c'était la première psychologue qui était dédiée à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, et qui était à l'époque donc vraiment en place, sur place, et qui a conduit tout un tas de recherches, et qui a en fait testé la théorie piagétienne sur le rôle justement des aspects figuratifs, des aspects perceptifs, et le lien avec la logique. Et l'idée, c'était pour la première fois, eh bien, elle a essayé elle a utilisé toutes les épreuves piagétiennes, qui étaient, vous imaginez, années 60, hein, donc la toute-puissance de la théorie du développement piagétien. Simplement, elle est allée les proposer aux enfants aveugles qui étaient là à l'Institut national des jeunes aveugles, et puis elle a pu voir du coup si y avait un retard, dans quel domaine. Et du coup, elle a testé ce qu'on appelle les 3 types d'opérations. Donc infralogique, tout ce qui est... Alors infralogique, c'est pas moins bien logique, hein, c'est une nomenclature piagétienne d'autrefois. Donc c'est tout ce qui est opération spatiale et conservation des quantités. Tout ce qui est opération logico-arithmétique, alors d'une part sur les objets concrets de la vie quotidienne, et puis d'autre part sur tout ce qui est plutôt le verbal. Et puis elle a passé tout un tas d'épreuves, et puis elle a étudié, puis elle a vu du coup qu'il y avait des domaines qui étaient totalement affectés par la cécité, par l'absence, mais simplement décalés dans le temps,
C'est-à-dire qu'en fait, les enfants aveugles de naissance passaient par les mêmes étapes que les enfants voyants, simplement tout était décalé dans le temps. Alors, après les âges, il y avait des grandes variabilités, et puis tout ce qui était plutôt de côté, qui impliquait du verbal et peu le spatial, eh bien là, il n'y avait quasiment pas de différence entre les voyants et les aveugles. Ça a fait l'objet donc de tout un tas de travaux. Ça a été les premiers travaux vraiment de façon expérimentale menés auprès d'aveugles. Ça a donné lieu d'ailleurs à une publication à l'époque où il publiait beaucoup des livres, en 1966. Ça a eu beaucoup de succès, parce que c'était vraiment innovant, parce que quelque part, ça interrogeait la théorie piagétienne. Selon la théorie piagétienne, il n'aurait pas dû avoir de différence entre les aveugles et les voyants, puisque c'était structure logique, le perceptif s'était soumis à cette structure logique, et là, du coup, ça questionnait cette théorie piagétienne. Ça a tellement eu de succès qu'après, ils lui ont demandé de rédiger. À l'époque, c'était quand même les grandes stars, Richard Hell, Teuber, dans un handbook, dans le milieu, vous voyez, francophone, Amérique, c'était pas très connecté, donc ils lui ont demandé de rédiger un chapitre 78, et puis après, il y a eu un retour à la mode un peu des Piaget, puisqu'ils ont osé remettre Piaget dans le titre, alors qu'à l'époque, ça ne l'était plus, vous voyez. Et puis, c'est la Fondation américaine pour les aveugles qui a pris le livre et puis qui l'a réédité, parce que du coup, ça a suscité beaucoup d'intérêt dans les milieux aveugles aux États-Unis. Voilà. Et juste un petit clin d'œil, c'est que ses directeurs de recherche, c'était Fraisse, Wallon et Zazo à l'époque, ce qui est quand même pas rien. Et qu'après, dans son jury de thèse, il y avait Piaget, et du coup, l'a fait venir à Genève pendant 6-7 années pour faire professeur ordinaire, et après, elle est partie à Grenoble. Donc voilà. Donc je ne vous en parle pas plus, et je vous ai mis le chapitre qui synthétise ces travaux, et qui ont été largement reproduits après dans la littérature, mais avec une toute autre approche, puisque du coup, la théorie piagétienne est beaucoup moins présente, évidemment, maintenant. Voilà. Alors, juste... Moi, les thèmes que je vais aborder ce soir, ça va être du coup surtout sur les effets de l'expérience visuelle, de l'absence de vision sur le développement du langage. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il y a très très peu d'effets, que c'est quelque chose qui se passe bien. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un domaine qui pose pas de problème majeur. Par contre, ce n'est pas du tout de la même chose pour tout ce qui est représentation de l'espace. Et je vais vous montrer certaines tâches qui posent un vrai problème aux aveugles, d'autres tâches spatiales qui en posent beaucoup moins, avec des effets sur la reconnaissance des figures géométriques. Et puis je vous parlerai à la fin de tout ce qui est livre tactile, accès à l'art, puisque c'est tout un thème de recherche qui est développé ici au laboratoire, avec à la fois des aspects théoriques et des aspects appliqués. Et enfin, je vous raconterai aussi des choses qui commencent à être étudiées sur le développement des expressions des émotions chez les personnes aveugles. Voilà un peu le programme de ce soir. D'accord ? Alors, juste pour vous dire, évidemment, tous les sens disponibles, à part la vision, on fait l'hypothèse, quand on étudie qu'ils sont fonctionnels. Les personnes testées, on a essayé vous verrez, dans la plupart des recherches, il n'y a pas de trouble associé, donc ça veut dire que les autres sens sont fonctionnels et il n'y a pas de trouble intellectuel majeur, significatif, quand on étudie vraiment les personnes aveugles et qu'on veut vraiment étudier l'effet de l'expérience visuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller interroger un groupe d'aveugles complets de naissance ou précoce, c'est-à-dire qui a perdu la vue pendant la première année, mais qui n'a pas de trouble associé, avéré. Puis après, on va comparer avec un autre groupe complet d'aveugles tardifs, donc qui a perdu la vue au bout de 2, 3 ou 4 ans, ça va dépendre, et qui n'a toujours pas de trouble associé. Et puis on compare souvent avec aussi un groupe d'enfants du même âge, et qui est voyant, à qui on bande les yeux, ou qu'on met dans le noir. Mais avec les petits, occlusion visuelle, momentanée, comme on dit. Et donc, je ne vais pas vous parler de l'odorat, quasiment pas de la proprioception, et ce soir, je vais vous parler plutôt de l'audition et du toucher. Alors, justement, l'audition, eh bien, on sait que c'est une modalité qui est tout à fait fonctionnelle chez la personne aveugle, hein, puisque au début, elle a été, justement, on fait en sorte que le groupe d'enfants aveugles testés n'a pas de problème en système auditif. On sait que cette information spatiale, elle est très limitée. On arrive à localiser les sources sonores, d'accord ? Quand je suis là, que je ferme les yeux, suivant le bruit ou ce que j'entends dans une salle, je sais d'où ça vient. Mais c'est beaucoup moins précis que la vision. Mais pour l'aveugle, c'est extrêmement important. Ça lui permet de se repérer, de pouvoir se déplacer. Et puis, ça nous donne des informations spatiales, mais c'est très loin de remplacer la modalité visuelle. Mais c'est tout à fait pertinent et efficace pour la personne aveugle. Et puis surtout,
cette information temporelle qui est donnée par l'audition, elle est très importante parce qu'elle va pouvoir permettre de traiter tout ce qui est le domaine du langage. Et ça, le langage est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour l'accès aux représentations symboliques et pour tout ce qui est communication sociale. Et quand les chercheurs étudient comment se développe le langage, donc comment on étudie l'affluence verbale, l'accès, enfin toutes les tâches que les psychologues proposent au niveau du langage, l'accès aux phonèmes, des choses comme ça, là on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas du tout de différence, tout se passe bien. Alors, à un moment donné, dans la littérature, on pensait que comme on est aveugle, y en a des chercheurs disaient il y a un peu du verbalisme, ils parlent beaucoup plus. Ou alors quand ils parlent, ils font beaucoup plus référence à leurs expériences perceptives plutôt tactiles, olfactives, en tout cas pas visuelles. Vous voyez, est-ce que du coup, cette absence d'expérience visuelle, ça va avoir un impact sur les mots utilisés et sur le nombre de mots utilisés? Alors on a essayé de tester ces hypothèses-là et on a proposé justement à des groupes, alors on a des adultes, on a proposé à des groupes d'aveugles congénitaux, des groupes d'aveugles tardifs et puis des voyants. Et on a essayé de tester justement cette production verbale, cette fluence verbale de ces trois groupes-là sur deux types de tâches. On a essayé de proposer la description de personnes, c'est-à-dire qu'on leur a donné un temps limité et puis ils devaient décrire leur père, leur mère, la personne qui s'occupe d'eux. Et puis il y avait une tâche de description d'objets, c'est-à-dire qu'on leur mettait des objets dans la main, alors un téléphone portable, un trousseau de clés, des brosses à dents, voilà. Et puis c'était standardisé et puis on leur demandait de décrire ces objets verbalement. Et puis nous, derrière, on a pu coder le nombre de mots qui ont été utilisés pour décrire et après, la nature des mots qui a été utilisée. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, le nombre total des mots, il est similaire dans les trois groupes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout ce qui avait été autrefois dit, les aveugles parlent, ils ont une fluence verbale beaucoup plus forte parce qu'ils sont beaucoup plus entraînés à parler que les voyants. Et nous, on trouve exactement le même nombre de mots produits entre aussi bien les aveugles de naissance, les aveugles tardifs et les voyants. Et quand sur le nombre de mots produits, on fait un pourcentage de mots perceptifs, entre guillemets, qu'on a codés liés à un sens, eh bien, en fait, globalement, ce pourcentage, il est extrêmement faible. Et puis, il est en plus similaire dans les trois groupes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est aveugle de naissance que dans ma description de la vie ou des objets, j'utilise beaucoup plus de mots, donc ce n'est pas le cas. Et dans les mots que j'utiliserai beaucoup plus de mots sensoriels, parce que justement, j'aurai beaucoup plus de toucher, d'odeur, des choses comme ça, vous voyez, un peu quelque chose d'intuitif. Pas du tout. En fait, ce pourcentage de mots utilisés, il est strictement similaire aux trois groupes. La seule différence qu'on a, c'est que quand on fait une description des personnes, les trois groupes font plus référence utilisent beaucoup plus de mots visuels, référence à des descriptifs visuels, que quand on propose une tâche de description des objets, donc durant l'exploration, là, il y a beaucoup plus de références tactiles au moment de la description. Mais ça, c'est similaire dans les trois groupes. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'effet de cette expérience visuelle sur ce type de tâche. Ça veut dire qu'il n'y a pas la fluence verbale, elle est strictement identique, et que la hiérarchie des mots qu'on utilise, eh ben, elle va dépendre de la situation, mais pas de l'expérience visuelle. Ce qui fait que tout ça confirme tout un tas de recherches qu'en fait, il y a peu d'effets de la cécité, peu affecté par la cécité précoce. Le développement du langage est tout à fait correct. Quand il y a des difficultés qui apparaissent, que les psychologues ou les enseignants repèrent, eh bien, en fait, elles sont très vite surmontées. Dès qu'on apporte une remédiation, l'enfant, très rapidement, il est capable de dépasser ces problèmes. Et puis, du coup, grâce à ça, eh bien, l'enfant, il peut développer tout un tas de communications, aller à l'école et avoir des activités conceptuelles de haut niveau. Et puis, vous savez tous qu'il y a des mathématiciens aveugles de naissance, il y a des kinés, et ils peuvent accéder à tout un tas de professions. Alors, vous voyez là, sur le développement audition-langage, pas de problème. C'en est tout autre chose sur tout ce qu'on appelle le secteur spatial et psychomoteur. Pourquoi ? Eh bien, parce que du coup, la personne aveugle va utiliser le toucher. Et le toucher, il a des particularités. Et ces particularités vont engendrer tout un tas de conséquences.
Et l'expérience, l'absence d'expérience visuelle, du coup, va interagir avec cette particularité et va provoquer tout un tas de conséquences sur les performances des personnes aveugles. Alors, dans le toucher, il faut bien distinguer deux types de toucher. Il y a le toucher passif, cutané, comme on appelle, c'est-à-dire, par exemple, là, j'ai ma main, j'ai ma peau, c'est mon revêtement, mon enveloppe corporelle, je suis aveugle, je ferme les yeux, je mets un objet sur la paume de la main, je ne bouge pas. Le point de contact entre la craie et ma main, ben, ça déforme mon revêtement cutané, ça m'envoie des informations et je peux coder sommairement des informations. J'y arrive, mais ce n'est pas très précis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perception passive cutanée. Elle est efficace, hein, bon, voilà. Et puis ça dépend de la densité des récepteurs, enfin tout un tas de choses comme ça. Si je me mets maintenant vraiment à vouloir percevoir l'objet, il faut que j'émette des mouvements d'exploration. Et là, dès que j'émets des mouvements d'exploration, ben, ça saute à l'œil, entre guillemets. C'est-à-dire que tout de suite, je suis capable d'identifier l'objet qui est dans la main. Mais c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'au moment où je fais les mouvements d'exploration, moi-même, je dois générer des mouvements d'exploration, donc j'ai des commandes motrices, et en même temps, j'ai de l'information kinesthésique qui m'est renvoyée. Donc j'ai à la fois des informations cutanées, ma peau qui est déformée, là, tout ce qui est proprioceptif, donc les tendons, les muscles, qui m'envoient des informations en permanence. Et en plus, ce qu'on appelle la décharge corollaire, enfin la commande motrice, je dois faire des gestes précis pour que cette exploration soit efficace. Et tout ça fait que ce qu'on appelle ça la perception haptique ou tactilo-kinesthésique. Et elle est beaucoup plus complexe que cette perception cutanée, mais elle est extrêmement efficace, hein, quand vous mettez vos mains dans vos poches et puis vous allez chercher la clé, vous êtes dans le soir, il fait noir, hop, et bien tout de suite vous pouvez trouver la bonne clé et la mettre au bon endroit dans la bonne serrure. Le braille est un autre exemple d'une perception haptique extrêmement efficace. Moi, je vais vous raconter plutôt des choses sur la perception haptique parce que c'est celle qui est la plus écologique, entre guillemets, puisque c'est celle qui est utilisée par les personnes aveugles. Et ces caractéristiques, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est très très importante, c'est qu'elle est par nature, le fait que j'émette des mouvements d'exploration pour percevoir mon monde, fait que ma perception, elle est beaucoup plus séquentielle que par exemple une perception visuelle qui est quasi simultanée. Là, en quelques secondes, en quelques milliers, très rapidement, en millisecondes, j'ai une vue globale d'une scène. Je peux tout de suite dire voilà où je suis. Perception haptique, ça va être quelque chose de beaucoup plus séquentiel. Et du moment que c'est beaucoup plus séquentiel, eh bien, c'est beaucoup plus analytique que la perception visuelle. Et je vous propose un petit exercice. Alors, c'est là où vous avez besoin d'un crayon et d'une feuille. Je vais vous proposer, c'est une simulation qui est proposée par Philippe Claudet, qui est le fondateur de l'association, de la maison d'édition des Doigts qui rêvent, qui est une maison d'édition qui fabrique des livres tactiles pour enfants aveugles. Vous pouvez aller voir, c'est à Dijon. Fantastique maison. Alors, l'idée, c'est que, imaginez qu'au bout de vos... Donc, on prend 4 doigts de votre main gauche, 4 doigts de votre main droite, et on vous met des petites rétines. Et puis, ces rétines, là, ici, je mets une image que vous ne voyez pas. Okay, et puis, c'est comme si vous aviez 4 petites rétines et puis vous explorez comme ça, comme quelqu'un qui serait aveugle, qui découvre une image tactile. Et à la fin, vous devez dire, mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi cette image? Il y a quoi derrière? Vous voyez un peu alors, c'est une simulation, hein. Normalement, il y a 5 doigts, tout ça. Bon, d'accord. Et l'idée, c'est de dire, à la fin, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez devoir après dessiner ce que vous avez perçu de façon virtuelle avec vos 8 doigts. Vous voyez un peu la consigne? D'accord? Alors, attention. Et puis, vous me direz ce que vous avez ressenti à la fin. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, quelle était cette image? Voilà. Bon, c'est ce que vivent tous les jours un enfant qui découvre des albums tactiles. On lui dit, voilà, tiens, vas-y, prends tes doigts, explore. À la fin, qu'est-ce que c'est comme image? Donc voilà, faites votre dessin.
Donc vous sentez quand même que ça mobilise les ressources attentionnelles de façon beaucoup plus massive que si on vous demande simplement de regarder une image, d'accord ? Et que c'est, vous sentez aussi cette sensation de séquentialité et de traitement analytique. Alors je vous mets le résultat. C'est bon, tout le monde a fait sa projection. Donc c'est une image d'un album pour 4-5 ans. Hein. Il y a une maison, ouais. Il y a plusieurs objets, ouais. mais c'est sur une grande surface. Ouais. Bah, c'est un livre qui est comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une image. Ça c'est une copie d'un album. Alors j'ai plus le titre qui est proposé aux enfants à la fois en braille et en noir. Mais qu'est-ce qu'il a en fait exploré à gauche, non? Parce qu'il y a eu des choses qui sont allumées à gauche en haut. Non. Soleil. Mais c'est la droite. Bah non, c'est la même image. Hein. Mais à gauche, il a exploré, il y avait des choses à gauche. Bon, voilà. Alors, c'était juste pour vous dire vous voyez le côté analytique de l'exploration. C'est-à-dire que quand on explore, eh bien, c'est beaucoup plus séquentiel, beaucoup plus analytique. Et à la fin, vous devez maintenir en mémoire tout ce qui a été recueilli avec la main, et puis faire une synthèse, et à la fin proposer une représentation de l'image. Alors, donc ça c'était une première. Après, il y a tout un tas de collègues chercheurs qui ont développé, alors ça c'est les fameux travaux d'Ederman et Glasky, qui sont très connus dans tout ce qui est perception haptique, qui ont dit en fait, quand on étudie, on présente plein d'objets aux personnes aveugles ou voyantes, sans la vision, et puis qu'on analyse en fait comment ils explorent les objets, au final, on peut tout classifier en 6 procédures d'exploration manuelle. Elle dit en fait, voilà, pour explorer les objets avec ma main, au final, j'ai plus que 6 grandes procédures d'exploration. Et vous voyez, elles sont optimum pour chaque propriété. Par exemple, la façon d'explorer tactilement une perception, la texture, extrêmement efficace, c'est ce qu'ils appellent le mouvement latéral. Ça, c'est la procédure d'exploration manuelle la plus efficace pour percevoir la texture. Pour percevoir, c'est assez descriptif, hein, c'est assez intuitif. Il faut juste se dire que les enfants spontanément n'utilisent pas forcément les bonnes procédures d'exploration, mais qu'à l'âge adulte, si on leur apprend, notamment avec une succession, eh bien c'est celles qui sont les plus performantes pour obtenir, par exemple, le volume, la forme globale d'une forme, le contour, le suivi de contour, tout un tas de choses comme ça. Ou par exemple le poids, la température, voilà. Donc au final, ça se résume à 6. Elles ne sont pas forcément mises en évidence. Chez les enfants, des fois, ils n'utilisent pas les bonnes, ils oublient le suivi de contour parce qu'ils n'ont pas un contrôle de motricité extrêmement fin. Et tout ça, ça s'apprend. Alors, après, du coup, dans des expériences qu'on a menées avec des collègues, on s'est dit, mais le fait de faire on va utiliser le suivi de contour. D'accord ? On va utiliser, j'ai une selle, j'ai une carte tactile, et je vais faire le suivi de contour. On sait que chez l'adulte, on a un effet de... C'est compliqué, le détour. Quand je dois aller, vous voyez, ici, je vais à un point A, qui va à un point B, et je vais à un point C, puis on dit à la personne, revenez au point de départ. On sait que ça, c'est très compliqué dans la locomotion. Pour les personnes aveugles, il y a des instructrices ou instructeurs locomotion. Ils jouent un rôle extrêmement important, puisque dans leur autonomie, il faut leur apprendre tous les trajets, à la fois dans leur appartement, dans les déplacements, pour aller au travail. Il y a des gens, donc c'est souvent des ergots, qui sont spécialisés, qui font que ça, qui font de l'intégration de trajet, parce que pour eux, c'est extrêmement compliqué de se représenter mentalement un trajet en locomotion. Donc on sait que cette intégration du trajet, c'est quelque chose qui est très compliqué, et ils ont beaucoup de mal à avoir une représentation un peu comme une carte mentale, une carte géographique de l'espace. Vous voyez, nous, au début, quand on se balade dans la ville, on a plutôt des codages gauche, puis droite, puis gauche, puis droite. Puis quand je connais bien la ville, après, j'arrive à faire une représentation de la ville. Pour une personne aveugle, alors ça, c'est tous les travaux d'Ederman, Loomis, c'est extrêmement compliqué et il faut vraiment être de très haut niveau pour avoir une représentation spatiale indépendante de son mouvement et de son trajet. C'est quelque chose qui est très difficile pour les aveugles. Du coup, nous, on s'est dit, on va l'étudier sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui est sur l'espace de travail où je peux atteindre avec ma main. Et on s'est dit, est-ce que cet effet du trajet, comme on dit, le fait que pour aller d'un point A à un point B à un point C, j'ai des trajets,
est-ce que justement ces trajets-là vont influencer ma capacité à inférer une position spatiale? D'accord? Par exemple, vous voyez, je pars là, je pointe un point de départ, j'explore un trajet, j'enlève le stimuli, et puis on me demande de me retrouver le point de départ. Voyez, est-ce que je suis capable de retrouver le point de départ? En vision, c'est facile. Sans la vision, quand je fais une exploration comme ça, voilà, est-ce que je suis capable de retrouver mon point de départ? Vous voyez, après on peut mesurer les erreurs de direction, d'amplitude, on peut combiner tout un tas d'erreurs, et puis on va voir si justement les différents styles d'exploration, est-ce qu'il y a un angle droit, est-ce qu'il y a un angle oblique, tout ça, ça influence. Si la personne a une capacité à se représenter globalement l'espace, c'est-à-dire la bonne position du point de départ, indépendamment du trajet, elle devrait toujours faire le même type d'erreur, il ne devrait pas avoir d'effet des stimuli. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'elle devrait pouvoir retrouver, inférer la position de départ, indépendamment de comment elle a exploré son trajet. Après, on s'est dit, est-ce qu'il y aura un effet si... Alors, derrière, nous, on pensait qu'il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de... C'est possible quand on est aveugle tardif ou voyant, et puis c'est très difficile quand on est aveugle de naissance. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait testé 3 groupes. Et puis, il y avait aussi quelque chose dans la littérature à l'époque qui était proposé par Rossetti et ses collègues, qui disait, en fait, c'est contre-intuitif. Quand je demande quelque chose au sujet, si je lui demande tout de suite la réponse, ben en fait, c'est plus difficile que si je lui laisse du temps. Lui, il trouvait, par exemple, que dès qu'on faisait de la proprioception, quand je demandais à la personne d'encoder de l'information, je lui laissais quelques secondes, le temps de traitement, entre guillemets, et je lui demandais de répondre au bout de 8 secondes, enfin c'est ce qu'ils avaient trouvé, ben ça améliorait en fait les performances. Donc on avait mis ce facteur-là. Et ce qu'on trouve en fait, c'est qu'en fait, on a des résultats qui sont totalement indépendants de l'expérience visuelle. C'est-à-dire que les aveugles de naissance, les aveugles tardifs ou les voyants, eh bien en fait, ils sont... ils ont des patterns d'erreur totalement similaires. On n'a pas du tout un effet, contrairement à ce qu'avait trouvé Lederman, qui disait qu'en fait le mouvement, l'effet du trajet était beaucoup plus fort chez les aveugles de naissance. Donc on n'a pas réussi à le reproduire. Nous, on a un effet du trajet, mais pour tout le monde, et pareil. Et on n'a pas du tout d'effet du facteur délai. Donc ça, on confirme ce qu'on avait trouvé en 99. Et contrairement à ce qu'avait trouvé Rossetti. Donc nous, le rajouter du délai ou pas, ça n'affecte pas les performances. Elles sont toujours influencées. Donc cette représentation de localisation, eh bien, elle est liée à ce que j'ai fait comme trajet précédemment. Vous voyez, ils n'ont pas une capacité à se reproduire spatialement une position dans l'espace. Après, on s'est dit, on va étudier maintenant une distance euclidienne. Vous voyez, parce qu'une position, c'est compliqué, parce que je dois gérer à la fois de la direction et de l'amplitude. Vous voyez, si je dois aller retrouver une position là ou une position là, je dois gérer de la direction et de l'amplitude. Donc j'ai 2 paramètres à gérer. Donc c'est peut-être beaucoup trop compliqué quand on est aveugle. Donc du coup, on s'est dit, on va prendre quelque chose de plus court, on va faire une distance euclidienne entre 2 points. Donc vous voyez, on demandait aux gens d'explorer, de partir d'un côté, on faisait un détour, et puis là, on leur demande la distance euclidienne, c'est-à-dire le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, on avait une réponse. Du coup, il n'y a plus qu'un paramètre à gérer, il n'y a que la distance. On n'a plus la direction. Vous voyez, on voulait simplifier cette affaire-là. Et donc ça, c'était des travaux qu'on a menés ici, il y a quelques années. Et là, ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, on a seulement un effet du trajet, simplement pour les petits espaces de travail. Quand on a des grands espaces de travail, et en fait, l'effet du trajet, il disparaît. On ne reproduit pas du tout les résultats de Lederman. Et donc, du coup, on a fait l'hypothèse que probablement, c'était difficile pour le sujet d'extraire, quand vous voyez dans les petits espaces, là, les points d'inflexion. Parce que probablement qu'il y a des changements de synergie dans les muscles qui fait qu'ils sont très difficiles à extraire dans le temps et dans l'espace, tandis que quand on fait des grands trajets, ces points d'inflexion, eh bien, sont beaucoup plus faciles à traiter pour la personne voyante et aveugle. Et là, on n'a pas non plus trouvé d'effet entre voyant, aveugle. Tout est similaire. En revanche, quand maintenant on se place, alors là, à une vieille expérience qui est l'inférence du point de vue spatial. Alors ça, c'était une vieille expérience de
de Piaget, qui avait donc dans son fameux livre La représentation de l'espace, superbe expérience. Vous vous rappelez, l'idée c'est qu'il montre qu'il y a un changement. Au début, l'enfant fait plutôt un codage égocentrique à un codage allocentrique. Donc vous voyez là, l'enfant, il doit, donc on le positionne face à une table. Il y a le Mont Blanc, le Salève, et voilà. Et puis on lui dit, bah voilà, où sont les objets entre eux? Et puis le nounours, à ton avis, qu'est-ce qu'il va voir en premier, voyez? Et puis chez les tout petits, eh ben, le nounours, l'enfant, il pense que le nounours, il voit comme lui. Il a du mal à penser qu'il a un autre point de vue, voyez? Et puis 2-3 années plus tard, il va être capable de se dire que le nounours, il ne voit pas forcément la même chose que ce que lui, il est en train de voir. Il est capable d'inférer un autre point de vue spatial. Donc, ça a été largement étudié. Et puis, il y a eu quelques recherches qui ont été faites chez les voyants et les enfants aveugles. Parce que vous voyez, ça, c'est une tâche très visuelle. Donc, je dois situer une montagne par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'ils voient. Mais si je n'ai pas d'expérience visuelle, et que là, maintenant, mon exploration, elle est tactile, donc je dois explorer des maquettes, et je dois dire, alors derrière le nounours, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit la même chose que moi? Et là, ce qu'ils observent, c'est qu'en fait, il y a la même tendance, c'est-à-dire de l'égocentrisme à l'allocentrisme, sauf que tout est décalé dans le temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus tardif pour les enfants aveugles, précoces. Et puis, les auteurs suggèrent, donc vous voyez, 94, c'est pas si vieux que ça, ils montrent en fait, voilà, comme souvent, comme ce que Atwell avait trouvé, ils y arrivent, ils passent par les mêmes tendances dans le développement, mais tout est décalé de plusieurs années. Pourquoi? Parce que les données perceptives récoltées avec la main, avec le sens haptique, sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins riches que ces données visuelles que l'enfant peut récolter avec la modalité visuelle. Du coup, eh bien, il lui faut plus de temps pour apprendre à aller récolter les bonnes informations haptiques pour pouvoir, après, les intégrer et changer de point de vue. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, vous voyez, quand les gens ont étudié cette inférence du point de vue spatial, après, il y a tout un tas de chercheurs qui ont étudié, est-ce que maintenant, on a la même chose pour le point de vue mental? Et puis, est-ce que tout le monde connaît la fameuse théorie de l'esprit? Je ne sais pas trop. Je vous l'ai mis en vidéo. Alors, c'est parti. Un grand classique de la littérature. Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Est-ce que tu t'appelles Zachary? Non. C'est quoi ton nom? Alors voilà. Puis quel âge tu as déjà? Quel âge Donc as-tu? pareil, ils testent l'inférence maintenant d'un état mental. 3 ans. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais ça? Des bonbons. C'est des bonbons? Oui. Est-ce que tu aimes ça, ces bonbons-là, toi? Oui. Ouvre la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vide la boîte. Vide-la. Sur la table. Qu'est-ce que c'est? Des raisins. Des raisins. Est-ce que tu aimes ça, les raisins? Oui. On va les remettre dans la boîte, les raisins. Ouf. Ça bouge, la nappe, là. Il en reste un. Est-ce que tu le mets? Tu vois, Vincent, Isabelle, si elle vient ici, puis on lui montre la boîte, elle va penser qu'il y a quoi dans la boîte, Isabelle? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, donc l'enfant au Qu'est-ce qu'elle début, va penser là qu'il y il a 3 ans. Isabelle? Des raisins. Elle va penser qu'il y a des raisins? Oui. Pourquoi? Parce qu'il veut les manger. Parce qu'elle va manger les raisins? Oui. Est-ce que tu en veux un raisin? Oui. On va pas prendre ceux-là. Tiens, je vais t'en donner d'autres. Est-ce qu'elle pourrait... Oups, Vincent, Vincent? est-ce qu'elle pourrait penser que c'est des Smarties qu'elle a à boire? Non. Non? Je veux des raisins. Donc, vous voyez, prédominance du point de vue perceptif. Et on ne peut pas imaginer que quelqu'un a un autre point de vue. Et puis on monte 2 ans plus tard.
Bon, grand classique de la psychologie du Est-ce que tu développement. connais ça? Oui, Qu'est-ce que c'est? des Smarties. Des Smarties. Pourquoi tu dis que c'est des Smarties? Ben, c'est des bonbons, puis j'en ai déjà mangé, j'en ai reçu à l'âme. Ouvre donc la boîte. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Des raisins secs. Est-ce qu'on remet les raisins secs dans la boîte? Oui. Ok. Parce que c'est une boîte vide de Smarties. On t'a joué un tour. Elle est vide. Où sont les bonbons, tu crois? Mais elles sont toutes mangées. Oui, il y a des chances. Alors, si on demande à Marie-Claude, la professeure, Ouais. de venir ici dans le local et que je lui présente la boîte, Ouais. qu'est-ce qu'elle va penser qu'il y a dans la boîte, Marie-Claude? Elle va penser que c'est des Smarties. Ah oui? Tu crois? Pourquoi? Ben, parce que c'est une boîte de Smarties, puis peut-être qu'elle va penser que... Il y en a dedans? Ouais. Est-ce qu'elle pourrait penser qu'il y a des raisins secs? Ben, si on lui a déjà fait le coup, oui. Effectivement. OK, on continue. Alors, vous voyez, donc très bien, donc théorie de l'esprit, tout ça. Bon, vous voyez le point de vue spatial. Donc au début, prédominance de ce que je perçois ou ce que je pense que j'ai dans la tête, et puis les gens pensent comme moi. Et puis quand je grandis, je suis capable de prendre en compte le point de vue. Et puis, du coup, on se dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe bah mince alors, je suis plus heureux. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'absence d'expérience visuelle? Et là, du coup, il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont produites, mais voilà celles qui sont produites. Donc là, ils ont testé en 2000, hein, c'est quelque chose d'assez récent. Il y a 3-4 recherches qui sont dans la littérature. Et là, pareil, on a un échec entre 5 et 9 ans, et les réussites n'apparaissent qu'à 11-12 ans. Vous voyez, donc on a ce fameux décalage dans le temps. Donc tout à l'heure, vous voyez, la petite fille, vous aviez vu, si c'est de 5-6 ans, là, une théorie de l'esprit, 11-12 ans, on commence à avoir une capacité à se mettre dans l'état mental de l'autre. Bon, après, c'est pas exact, mais donc encore un décalage temporel. Il n'y a pas d'effet du statut visuel, parce qu'ils n'ont pas trouvé de différence, mais bon, là, on peut... comment dire il n'y a que 23 enfants déficients visuels, il y a 2 groupes, donc il faudrait pouvoir avoir des groupes plus conséquents pour être sûr, mais en tout cas, il n'y a rien de massif entre les statuts visuels. Et enfin, ils ont fait, c'est ça qui était très joli dans leur expérience, c'est qu'ils ont étudié s'il y avait un lien avec cette représentation de l'espace, cette inférence de la tâche piagétienne. Et là, ils montrent qu'en fait, elle n'est pas en relation, puisqu'ils n'y arrivent pas, théorie de l'esprit, mais ils y arrivent, vous voyez, dans la tâche de perspective spatiale, ils réussissent à 91% des enfants. Donc, ce qui veut dire que, en fait, la cécité, moi, je n'aurais pas parié ça au départ, hein, eh bien, elle engendre un retard aussi de la compréhension des états mentaux des autres. Donc, c'est juste pour vous dire que, du coup, c'est toujours pareil, il y a ce décalage, il y a les mêmes phases de développement, donc qualitativement, c'est pareil, mais c'est quantitativement, c'est au niveau du rythme que c'est décalé dans le temps. Après, on s'est demandé, mais est-ce que cette perception des catégories, des figures géométriques, peut être affectée aussi par ce manque d'expérience visuelle. Alors, je vous propose un petit exercice. Alors, attention, il faut que vous preniez une feuille blanche et un crayon spontané. Et puis, spontanément, je vais vous demander de dessiner. D'accord? Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. Alors, dessinez spontanément un carré, un triangle et un rectangle. Voilà. Et sans être devin, même si je ne suis même pas mentaliste, je peux arriver à savoir à peu près ce que vous avez dessiné. D'accord? Est-ce qu'il y a une production aléatoire? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez, par exemple, un carré, un rectangle, un triangle, c'est des catégories de figures géométriques. Il y a une infinité d'exemplaires. Mais est-ce qu'on a une représentation, un peu une distribution de choses aléatoires, ou est-ce que tout le monde dessine la même chose? Alors, probablement, vous avez tous dessiné un carré sur sa base. Vous êtes d'accord? Vous avez tous mis un rectangle sur sa base. Je peux même vous faire le ratio entre la longueur et la largeur autour de 1, 9, 2, à peu
près. Et vous avez tous mis un triangle. Personne n'a dessiné un triangle quelconque. Tout le monde a dessiné soit un triangle isocèle, soit équilatéral. Est-ce que vous confirmez à peu près? Hein? Ah, bah, c'est un triangle particulier. Bah, rectangle, il est particulier quand même. Alors du coup, vous voyez, on s'est posé la question, c'était avec des collègues, avec Solène Kalénine, il y avait Caroline, il y a longtemps, Véronique Isa, et on s'est dit, bah, est-ce que cette production elle est aléatoire? Donc on a fait ça massivement à des groupes d'étudiants, et puis à des enfants avant l'instruction géométrique. Donc à des enfants, ça c'était sur France, autour de 4-5 ans. Et là, ce qu'on obtient, eh bien, c'est ça, c'est que vraiment, on a une production qui n'est absolument pas aléatoire, c'est-à-dire qu'on a dans ces catégories particulières qui sont les figures géométriques, eh bien, on a des productions de prototypes qui sont spécifiques et qui sont vraiment systématiques et vraiment massives. Là, c'est 80 ou 90% des personnes qui produisent à peu près la même chose. Personne ne va faire des triangles équilatéraux ou mettre des rectangles, par exemple, très fins, mis en oblique. Vous voyez, tout le monde veut du prototype. La question, c'est... ça, vous voyez, c'est du côté production. Si comme ça, spontanément, je demande aux personnes, tout le monde produit des prototypes. Vous regardez tous les jeux qui sont dans le commerce, tout ça, ça suit tous ces prototypes-là. Mais est-ce que, du coup, parce que c'est des prototypes, est-ce qu'ils sont mieux reconnus que les autres exemplaires de ces catégories? Donc là, maintenant, on passe du versant reconnaissance. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait, dans certaines catégories, il y a certains exemplaires qui sont plus exemplaires que d'autres? C'est un peu pareil quand catégorie animaux, tout le monde dit chien-chat. Vous voyez, on n'a pas tous les mêmes statuts. Et du coup, on a proposé à des enfants de grande section maternelle, donc ça c'est un projet qui continue actuellement, avec des collègues en didactique de géométrie. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, en fait, qu'il y a un effet des prototypes. C'est-à-dire que dès qu'on présente des objets sous leur forme prototypique, eh bien, ils sont beaucoup plus reconnus. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si par exemple, je veux tester le niveau de reconnaissance des figures géométriques des enfants, et je veux vraiment savoir s'ils connaissent les propriétés géométriques des enfants, si je propose que des prototypes, les enfants vont tous reconnaître spontanément ces prototypes, mais ils n'auront rien compris aux propriétés géométriques. Parce que spontanément, ils vont dire oui, mais ils ne sauront jamais pourquoi. Parce que dès que vous mettez quelque chose de non prototypique, ils n'y arrivent plus. D'où l'importance, dans tous les manuels et dans tous les exercices, de surtout ne pas proposer des choses prototypiques pour obliger du coup l'enfant à faire une analyse de la figure géométrie et puis à voir si elle correspond à des règles, nombre de côtés, des angles droits, pas des angles droits. Vous voyez, si j'utilise des prototypes, du coup, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a. Et la question qu'on s'est dit, mais d'où ça vient cet effet prototypie? Vous voyez, du coup, on s'est dit, est-ce qu'il existe un effet de prototypie chez les aveugles congénitaux? Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire, on s'est dit, est-ce que, parce que mon environnement est truffé de figures géométriques prototypiques, les feuilles qu'on utilise, les tables, partout on a des prototypes. Est-ce que c'est ça qui expliquerait nos effets? Comment tester cette hypothèse-là? Alors, on est en train de faire chez les bébés, mais une autre façon de tester, c'est d'aller voir les aveugles congénitaux, ceux qui n'ont jamais été exposés à des formes visuelles prototypiques. Vous voyez? Alors pour cela, on a proposé une première expérience, on a testé notre matériel de reconnaissance visuelle chez les voyants, puis là on a montré que tout ce qui était prototypique par rapport aux distracteurs était bien mieux reconnu que les cibles prototypiques. Non, les cibles prototypiques étaient bien mieux reconnues que les cibles non prototypiques, et puis du coup on les a transformés en relief, avec des petites figures en relief, et là du coup on a pu les tester chez les voyants yeux bandés et les aveugles de naissance. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve cet effet de prototype en visuel. L'effet de prototype existe en haptique simplement chez les voyants travaillant sans voir, mais il n'y a pas d'effet chez les aveugles congénitaux. Ce qui veut dire, on en conclut, que cet effet de prototypie visuelle, eh bien, probablement, il est lié à l'expérience visuelle, enfin, au fait que dans notre environnement, il y a tous ces prototypes-là. Donc vous voyez, c'est que dans cette catégorisation du monde, la façon dont on a nos exemplaires, et puis ceux qui sont tout en haut, par rapport à qui sont les plus exemplaires des autres, eh bien, on voit
l'influence de l'expérience visuelle sur la nature de ces exemplaires prototypiques. Du coup, on s'est dit, mais c'est très important d'aller étudier, parce que si ces prototypes, ces figures géométriques simples, eh bien, du coup, ça peut influencer aussi comment on va fabriquer des images, et notamment des images tactiles. Et pourquoi des images tactiles? Parce que derrière, on veut fabriquer des livres tactiles pour enfants aveugles. Alors, on sait que c'est quelque chose qui est très compliqué. On sait que maintenant, nos jeunes enfants voyants sont submergés d'albums dès les premiers mois de la vie. Tout le monde a des albums de partout. Vous allez dans tous les magasins de livres, il y a des rayons d'albums qui sont extrêmement fournis. C'est un grand succès, c'est enseigné massivement. Par contre, si on est enfant aveugle, il y a très peu de choses disponibles. Du coup, parce que ça coûte très cher en fait de fabriquer un livre tactile. Et on sait que de familiariser le jeune enfant au livre, ça va l'aider après à rentrer dans la lecture, à vouloir apprendre le braille et tout un tas de choses comme ça. Et l'idée, c'est de se dire comment on va aider les éditeurs, les fabricants à concevoir des images et donc des livres tactiles qui soient le plus compréhensibles par les enfants aveugles. Alors, ça, c'est tout un tas de recherches qu'on a menées avec donc, cette fameuse association Les Doigts qui rêvent. Et ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a d'un côté, nous, on arrive avec nos expériences théoriques, puis eux, ils disent, moi, concrètement, j'ai un livre, là, j'ai un succès, je prends un livre, je sais pas, gros scolaire, ou je sais pas quoi. Faut que ça soit des livres qui existent et qui ont beaucoup de succès dans le commerce. Et puis, il dit, maintenant, comment je les adapte? Donc, comment je prends mes images visuelles et je les mets en images tactiles. Donc, c'est très compliqué parce que ceux qui conçoivent les livres sont souvent des voyants, les livres tactiles aveugles. Donc, du coup, on a nous-mêmes une représentation de ce que c'est, et c'est extrêmement difficile. Par exemple, si je vous demande de dessiner un bus, allez-y, dessinez un bus. Tout le monde va dessiner le bus de la même façon. Vous voyez, cet effet de prototypique est massif. Par exemple, à tous les coups, vous allez dessiner un bus, genre comme ça. Et puis là, il y a les roues. Vous voyez, rectangle. Vous êtes d'accord? À peu près. Bon, donc ça, c'est le fameux prototype visuel. Si je prends un bus et puis je veux faire un imagier du Père Castor, et puis je veux le mettre pour l'imagier du Père Castor pour les aveugles, est-ce que je fais ça et puis je mets des lignes en relief et puis je dis à l'enfant aveugle, ça, c'est un bus? Vous voyez, est-ce que c'est pertinent? Vous voyez bien que ça pose tout un tas de problèmes pour l'enfant aveugle, parce que déjà, il n'a jamais vu de bus, il est de naissance. Et puis ça, c'est une représentation. Et si, par exemple, il y a classique, on dit à un aveugle, dessine-moi un bus, à votre avis, est-ce qu'il va dessiner ça? Non, lui, en général, il dessine ça ou ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va dessiner ce qu'il a touché. Quand il rentre dans le bus, c'est la barre qui l'accroche et puis le plateau qui bouge. Donc, vous voyez, donc du coup, si vous êtes éditeur, on choisit quoi? Un langage commun avec les voyants, un truc que pour les voyants, mais pas du tout adapté aux aveugles. Qu'est-ce que je dois choisir? Donc, il se pose tout un tas de problèmes. Donc, on a engagé tout un tas de réflexions pour savoir justement trouver le compromis, à la fois pour être partageable avec les voyants qui racontent l'histoire, les parents, et à la fois reconnaissable pour les personnes aveugles. Et puis, on sait que, par exemple, donc là, du coup, on sait que le dessin, c'est quelque chose qui est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc, il y a eu tout un tas de recherches pour savoir comment l'enfant aveugle dessinait. Alors, il y a les fameux travaux de Kennedy qui sont extrêmement connus et qui présentent un peu des cas exceptionnels d'enfants. Ça a fait la une des grands journaux scientifiques où vraiment, ils montraient que les aveugles congénitaux, donc qui n'avaient jamais vu, étaient capables de faire des dessins qui respectaient tout un tas de propriétés équivalente à qu'un voyant puisse... donc lui, il était plutôt dans l'idée qu'il y avait quelque chose de précablé, qu'on avait nous-mêmes la perspective, les volumes, qu'il n'y avait pas de problème. Après, le problème, c'est c'est souvent des enfants exceptionnels qui trouvent, mais ça existe. Et que quand on interroge et qu'on va dans les centres ici, c'est plutôt quelque chose qui pose des difficultés quand même aux enfants, parce que spontanément, ils n'ont pas tendance à dessiner, alors qu'il y a tout un tas
technique qui fait qu'ils peuvent dessiner, puis après il y a le relief qui apparaît, il y a, voilà, donc ils ont des difficultés à tenir compte de l'orientation de la feuille, enfin, c'est quand même pas facile. Mais c'est des exercices qui sont largement pratiqués dans les centres. Et puis alors voilà, je vous ai trouvé des photos de ce qu'ils font, et notamment un des problèmes, c'est tout ce qui est volume et perspective, pour notamment les enfants aveugles. Alors, vous voyez, il y a une tendance, comment ils développent le cube, ou comment, vous voyez, la table, elle est dessinée là sur le matériel tactile, ou alors le fameux un lit pour aveugles, ou comment les dessins spontanés d'un cube, vous voyez les tables, voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile de se représenter quand on n'a pas eu d'expérience visuelle. Et puis, vous voyez, donc il y a le côté production dessin, et puis il y a le côté identification dessin. Alors chez les voyants, on sait, hein, l'identification des objets 3D, on a tout un tas d'informations sur de l'objet qui permettent de l'identifier très facilement, les objets 2D, 3D. Mais chez les aveugles, par contre, alors, les objets 3D, ils y arrivent bien, il n'y a pas de problème. Vraiment, ils peuvent glisser les petits objets, ils ont une bonne reconnaissance, le système haptique est très performant. Par contre, dès qu'on passe en 2D, comme vous avez fait tout à l'heure dans les images tactiles, c'est beaucoup plus difficile. Et pourquoi c'est très difficile? Eh bien, parce qu'en fait, il n'y a que le suivi de contour. On a beaucoup moins d'informations disponibles que pour un voyant quand, évidemment, il explore ces images 2D. Et deuxièmement, la texture qu'on va utiliser, c'est ça le problème, elle est souvent tout à fait arbitraire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de lien avec l'objet qu'elle est censée représenter. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile d'identifier ce que c'est. Parce que dans une image, les auteurs, quand ils utilisent des couleurs, en général, la couleur, elle a du sens par rapport à l'objet. Enfin, elle peut avoir du sens. Et là, pour un objet 2D, c'est vraiment la forme qui compte et le suivi de contour. Donc il va falloir repérer ce qui est dedans, pas dedans, quel type de forme en relief. Donc c'est quelque chose qui est très difficile pour les enfants aveugles. Et c'est très difficile parce que justement, ils ne peuvent engager que certains types de mouvements d'exploration manuelle dont je vous avais parlé tout d'abord. Soit l'enveloppement, soit le suivi de contour. Et c'est la succession en fait de ces... Donc vous voyez, l'enveloppement, c'est je vais mettre ma main globalement, donc j'ai une forme globale, après je fais le suivi de contour. Voilà, et c'est ça voilà, j'ai ça comme procédure d'exploration qui me permet d'identifier l'identification du dessin. Et je n'ai pas d'autres informations. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Et puis, il y a en plus les problèmes de distinction figure-fond, si je fais que les contours des images. Vous voyez, donc si je suis en relief, si je fais que la frontière, qu'est-ce qui est le fond, qu'est-ce qui est la forme, donc c'est très difficile, alors qu'en vision, ça saute. Et du coup, cette identification fait que l'image est extrêmement... le processus, il est très très lent et très difficile pour les enfants. Mais ça se travaille et ça s'entraîne. Et puis, pour traiter le problème des volumes et perspectives, les gens, ils ont arrêté de faire des transformations de point de vue visuel. Et puis, il y a des collègues, en 2006, qui ont eu l'idée de se dire, en fait, il faut changer de paradigme. Il faut arrêter de vouloir faire du visuel adapté en tactile. On va inventer un nouveau code. Un peu la même révolution mentale, entre guillemets, quand ils ont décidé d'inventer le braille. Vous voyez, au début, aux aveugles, on leur mettait des lettres en relief, et c'est insupportable, en fait. C'est trop coûteux. À un moment donné, il faut changer de code. Et le braille, ça fait une centaine d'années que ça marche, et c'est extrêmement efficace, c'est dans le monde entier. Donc c'est une géniale invention. Mais tout ce qui est dessin et perspective, c'est compliqué. Alors en 2006, il y a des collègues qui ont inventé le texiforme. Comme pour le braille, c'est extrêmement compliqué, c'est qu'il faut apprendre le code. Et là, du coup, ils ont inventé tout un tas de codes en disant les raies verticales, c'est le plan vertical, les raies horizontales, c'est le plan horizontal, les raies courbes, c'est le plan incurvé, et puis il y a des textures différentes. Alors, vous voyez, donc ils ont défini un code pour signifier les plans et les courbes, et puis ils vont combiner et ils vont changer la façon de représenter les objets. Vous voyez, alors nous, c'est perturbant quand on est voyant, parce que nous, on est habitué à l'imagier du père Castor. Mais si on prend son code à Thomson, du coup, on est avec des objets un peu bizarres. Donc, elle a proposé ce changement de code. Donc, c'était audacieux, mais c'était pas facile à penser. Et puis, du coup, elle a testé un groupe
bah, pareil, une méthode expérimentale, des gens qui ont eu Texiform, des gens qui n'ont pas fait Techniform, et ils montrent en fait que le Texiform améliore les performances de reconnaissance. Et en plus, il y a un effet, une interaction avec le statut visuel, c'est-à-dire que l'amplitude de l'amélioration de la reconnaissance est bien plus forte chez les aveugles de naissance. Donc, c'est un outil. Après, voilà, le souci, c'est qu'il faut accepter de vouloir apprendre un code, déjà. Et le deuxième souci, il faut accepter que tout le monde utilise le même code. Et donc, vous voyez un peu la difficulté de faire accepter au niveau mondial un code commun à tout le monde. Voilà. Voilà. Mais pour dire qu'il existe des idées, enfin des recherches où il y a des solutions. Alors après, est-ce que c'est adapté, plus ou moins résistant? Bon, voilà. Hein. Sachant que du coup, l'image mentale, c'est très compliqué, hein, parce que est-ce que notre image mentale, la façon dont on se représente une image picturale, eh bien, du coup, vous voyez, nous, on utilise beaucoup d'analogies. Vous voyez, si je fais un imagier, ben, on fait une analogie. Donc je fais une tortue, je représente la tortue, bon, facile, je la mets en imagier, c'est assez simple pour l'enfant. On sait que l'analogie, c'est un mécanisme qui est extrêmement puissant. Mais imaginez un arbre, vous voyez, l'arbre, on le fait l'arbre tactile, pour les albums, ça marche bien. Vous voyez cette image. Mais le problème, c'est que quelle est l'analogie tactile de cette affaire-là? C'est extrêmement compliqué, en fait, il n'y a pas d'analogie tactile. Donc comment je fais? Alors on sait que les aveugles, ils ne sont pas du tout dépourvus d'image mentale. Quand on fait passer les mêmes tests, vous savez, c'est le fameux test des rotations mentales. Par exemple, vous voyez, là, il y a la cible, et puis on doit choisir les objets qui correspondent à la cible. 1, 2, 3, 4. Et si vous faites l'exercice, probablement que vous êtes en train de prendre les Legos puis de les tourner dans votre tête. Vous êtes d'accord? Bon, ben, les chercheurs en psychologie, ils ont inventé ce test de rotation, puis ils montrent que suivant l'amplitude de rotation, votre temps de réponse, il est plus ou moins long. Ce qui témoignerait d'une utilisation d'une image mentale. Donc ça marche bien chez les voyants. Imaginez qu'on le fait en haptique, c'est-à-dire que c'est les mêmes objets, simplement on les touche. Eh bien, on a le même phénomène, en fait. C'est-à-dire que tout est plus long, donc tout prend beaucoup plus de temps, mais il y a le même phénomène de rotation mentale. Donc les aveugles ont aussi une image mentale, mais nous, on a du mal à imaginer qu'on peut avoir une image mentale non visuelle. Ils ont une image mentale, mais si on touche avec les mains, kinesthésique, mais pas visuelle. Mais quand on est voyant, on se dit, mais des fois les gens disent, mais ils rêvent les aveugles, ils ont des images. Ben oui, ils rêvent, ils ont des images, simplement elles ne sont pas de capture visuelle. Et nous, la capture visuelle est tellement puissante qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir des images non visuelles. Et en fait, si. Et ils ont les mêmes phénomènes que nous, même s'ils prennent beaucoup plus de temps. Alors du coup, c'est très compliqué pour une image tactile, parce que quand vous touchez une image tactile, eh bien, vous avez une texture, une position, une forme, un mouvement, une direction, un lien avec les autres éléments. Donc quand vous touchez un élément, en fait, eh bien, vous avez 6 indices au minimum. Ce qui fait qu'en fait, il y a une charge mentale énorme. Ce qui fait que quand vous lisez une image tactile avec vos mains, eh ben, en fait, vous décuplez, ça demande des ressources cognitives et attentionnelles incroyables pour l'enfant aveugle, puisqu'il y a beaucoup plus d'indices à côté et ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que tout est décalé dans le temps, tous les résultats qu'on a observés précédemment. Donc, du coup, c'est un vrai souci pour les éditeurs, donc de Philippe Claudet, typiquement. Il dit, par exemple, je veux faire le concept de chaussette classique. Vous voulez illustrer tactilement une chaussette. Alors, vous voyez, soit vous collez la chaussette sur l'image, donc, mais la texture, elle est conservée, mais perte de plasticité. Puis, vous voyez, du coup, bon, voilà. Est-ce que vous thermoformez la chaussette, mais du coup, vous perdez la texture de la chaussette, et vous perdez la plasticité. Donc, c'est une technique de mettre en relief. Et puis, si vous dessinez que le contour, du coup, vous perdez la texture, la plasticité, vous avez une abstraction de la chaussette, puis après, il y a les histoires de figures fond. Donc, vous voyez bien que ça, donc c'est très facile à faire, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile pour la personne aveugle, alors que c'est ça qu'on utilise massivement partout. Ça, c'est un peu plus facile, mais du coup, on perd tout l'impact texture. Et puis, on ne va pas commencer à coller tous les objets pour qu'on veut représenter. Vous voyez, parce que je veux coller un arbre, je ne vais pas coller un arbre. Donc, c'est compliqué. Alors, du coup, on s'est dit, alors, on va tester justement ces façons d'illustrer tactilement. Et puis, il existe en fait dans la littérature 3 types
Alors là, du coup, on a fait une recherche appliquée classique. Et il y a 3 types de façons de rendre en relief un objet que toutes les centres font. Vous avez soit, donc vous mettez les lignes en relief, soit vous faites le thermoformage, c'est-à-dire tout monte, tout est volumineux. Donc là, vous sentez tout le volume. Et puis, vous avez la technique, vous rajoutez des textures. Et puis, on a proposé une tâche de reconnaissance à 23 enfants aveugles précoces. Alors, vous voyez, on a fait des catégories des fruits, des ustensiles de cuisine, des animaux, des véhicules. Et puis, vous voyez, le même objet était soit ligne en relief, soit thermogonflé, soit une vraie texture. Et puis, pareil avec plein d'objets. Et on a proposé ces images. Et du coup, on a montré que c'est les images texturées qui étaient le plus facilement reconnues que les autres techniques d'illustration. Mais c'est les plus coûteuses. Vous voyez, parce il faut trouver les bonnes textures, il faut les fabriquer. Et si on a tendance à vouloir tous faire ça, le relief, ça c'est facile à faire, on a des fours ou des images tactiles, simplement c'est ce qui est le moins efficace. Alors, vous voyez le compromis qu'il faut quand vous êtes éditeur ou que vous êtes parent ou éducateur. Qu'est-ce que je fais? Un truc facile à faire, un truc plus compliqué. Enfin, vous voyez. Voilà. Et en plus, on a trouvé qu'il y avait un effet de la pratique régulière des images tactiles. C'est-à-dire que les enfants qui avaient beaucoup de livres à la maison, qui s'entraînaient très souvent avec des albums tactiles, avaient des meilleures performances que ceux qui s'entraînaient, qui n'avaient pas du tout de livres tactiles. Donc, ça veut dire que plus on va familiariser tôt les enfants aux images tactiles, et bien plus on maximise les chances d'avoir une reconnaissance efficace par la suite. Et ça veut dire que ça s'entraîne, la perception tactile. Du coup, vous voyez, donc là on est dans les livres, les imagiers, tout ça. Après, du coup, vous avez forcément, des gens vont vous dire, comment je fais maintenant pour aider les enfants aveugles et les adultes à accéder aux représentations artistiques? Vous voyez, comment donc du coup je vais générer une émotion esthétique? Parce que du coup, vous savez qu'il y a la loi sur le handicap, il y a une accessibilité, donc il faut du coup permettre aux personnes déficientes visuelles d'accéder au musée. Ça se fait sur Genève, ça se fait partout. Il y a des endroits plutôt, des espaces entièrement dédiés, d'autres qui sont intégrés à d'autres espaces. Enfin, il y a d'énormes débats dans la littérature, en muséologie, en tout ce qui est accessibilité, pour justement dire, alors comment, par le toucher ou par l'audition, on va générer une émotion esthétique chez la personne déficiente visuelle. Et est-ce qu'elle est affectée par son expérience visuelle? Et là, vous avez 2 grandes tendances. Vous voyez, j'ai une œuvre d'art, comment je la rends accessible? Si, vous voyez, vous êtes artiste, vous exposez, et vous avez le musée, vous avez une exigence d'accessibilité. Comment on fait? Donc là, il y a des grands débats, on discute avec les musées. Alors, vous en avez une position, donc je vous ai mis les 2 extrêmes. Position 1, respect total de l'intention de l'artiste. Et si l'intention de l'artiste n'était pas du tout d'être accessible aux aveugles, du coup, on ne touche rien. Donc, du coup, ça peut être que du descriptif verbal, mais on ne touche pas l'œuvre. On n'a même pas le droit de la transformer. Et puis, l'autre extrême, c'est on prend l'œuvre et on la transforme tout ce qu'on veut pour qu'elle soit accessible aux aveugles, mais du coup, ce n'est plus une œuvre. Ouais. Vous voyez les photos de Yann Arthus Bertrand, vous vous rappelez les grands albums là, voilà. À un moment, ils étaient venus me voir, ils les ont tous transformés en... Donc c'est beau, c'est visuel. Maintenant, je dis l'album, je veux le rendre accessible aux aveugles. Comment je fais? Il y avait eu toute une procédure d'exploration, de mise en relief. Du coup, est-ce que c'est toujours la même œuvre ou pas? Vous voyez un peu le débat. Alors du coup, il y a tout un tas de débats là-dessus, parce qu'en plus, il faut être accessible à d'autres formes de handicap aussi. Voilà. Alors, du coup, il y a tout un tas de recherches qui sont faites sur l'adaptabilité, et puis il y a comment on va entraîner à explorer. Alors maintenant, par exemple, au Louvre, ils ont fait dans l'art de l'islam, il y a tout un espace où maintenant les aveugles, quand ils visitent, ils ne sont pas plus mis à côté dans une pièce autonome. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Louvre. Il y a, dans les années, je crois, il y a longtemps, ils ont fait une pièce entièrement dédiée aux aveugles. Et là, du coup, ils ont fait des plâtres. Donc tout le monde a le droit de toucher, mais c'est réservé seulement aux aveugles. Donc quand vous êtes voyant, vous n'avez pas le droit d'y aller. Il faut réserver. Et vous avez le droit de toucher les œuvres. C'est des œuvres entièrement dédiées. Et puis maintenant, ils se sont dit, la communauté aveugle, elle est plutôt pour... on veut participer à l'exposition, mais dans le même espace. Dans l'art de l'islam, maintenant, ils ont fait des postes de travail
d'exploration où il y a, la personne, elle a un plan tactile, elle peut se balader dans l'espace, et puis elle va de point en point, et puis alors il y a une description en braille, et il y a une reproduction de la texture des matériaux. Par exemple, des poteries, des choses comme ça, que la personne aveugle peut toucher, et il y a une explication du ratio de l'échelle. Vous voyez, il y a un petit poste de travail qui permet à l'aveugle d'aller explorer et de découvrir avec une combinaison audio. Mais du coup, elles partagent le même espace. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que ça avait beaucoup de succès auprès des voyants. Parce que tout le monde aime bien, parce que comme c'est sous vitre, on n'a pas le droit de toucher les œuvres, tout le monde a envie d'aller toucher la texture des œuvres qui sont exposées derrière les... voilà. Donc là, en ce moment, on discute avec les musées de Genève, savoir, il y a eu une exposition qui a été présentée, il y a eu des vieux plâtres qui ont été proposés à des écoles récemment, qui sont issus d'une collection de 1900, enfin bon, voilà. Donc on s'est dit, alors, il faut pouvoir creuser, rendre accessible, et du coup, il va falloir un peu savoir, du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau du développement affectif et émotionnel. Et là, du coup, avec Daniel, qui est là, on a commencé à regarder dans la littérature scientifique, est-ce que l'expérience précoce avait une influence sur l'expression des émotions. Et du coup, on a donc des expressions faciales émotionnelles. Vous voyez un peu l'enjeu, c'est que derrière, dans la littérature, on dit qu'il y a 6 grandes émotions de base. D'accord? Donc ça, c'est les fameux travaux d'Ekman. Il y a d'une part, on peut dire c'est inné, c'est précablé, je suis capable de produire et de reconnaître ces émotions, il n'y a pas de problème. Et puis il y a une autre position qui dit, en fait non, c'est parce que je suis soumis à tout un tas de gens qui expriment de la même façon mes émotions, et du coup, par un processus d'imitation, je vais pouvoir moi-même les exprimer. Du coup, pour tester cette capacité, donc vous voyez, cette précablage versus par imitation, on va aller interroger, on va aller voir maintenant les aveugles de naissance pour savoir comment ils expriment les émotions. Est-ce qu'ils expriment les émotions au niveau facial comme nous ? Parce que si les aveugles de naissance expriment de la même façon que nous, on ne pourra pas expliquer leur capacité d'expression comme résultant d'un processus d'imitation parce que je fréquente plein de gens qui me sourient de la même façon. Oui. Alors, quand on recense la littérature, on a trouvé 21 recherches de par le monde depuis 1932. Voilà, alors regardez, c'est très à la mode, c'est sorti dans les grands journaux il n'y a pas longtemps, parce que du coup, ça a questionné sur le côté précablage versus processus culturel. Et là, il montre qu'en fait, quand on fait... Donc, nous, on a procédé à une... Alors, vous voyez, ils ont étudié à la fois des enfants, des adultes. On demande à la fois des tâches d'expression volontaire. Montre-moi la joie, montre-moi la peur, puis comment tu fais. Et puis, ils ont étudié aussi dans des conditions écologiques, c'est-à-dire... ils sont allés voir les Jeux paralympiques, c'était une super idée, puis ils ont vu du coup quand les gens étaient en détresse, en joie, et du coup ils ont fait coder après les expressions faciales avec tout un tas de systèmes qui est utilisé par les gens qui étudient les émotions. Et ce qu'on observe, c'est que quand on regarde ces 21 articles publiés de 1932 à 2009, eh bien on montre qu'il y a un effet en fait de la consigne. Quand c'est de l'expression spontanée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données de consigne au sujet, eh bien, ils expriment les expressions émotionnelles faciales comme nous. C'est les mêmes, qu'on soit aveugle de naissance ou pas. Donc, ça va plutôt en faveur de quelque chose d'universel inné pour les émotions fondamentales, les 6 émotions de base. Par contre, dès qu'on demande des consignes, là, il y a des paramètres qui changent et il y a un effet de l'expérience visuelle. On voit que du coup, il y a des différences entre aveugle de naissance, aveugle précoce, aveugle tardif. Du coup, maintenant, on est en train de développer, de combiner à la fois les recherches sur les albums et puis qui vont générer et être reconnaissables avec une intégration avec aussi les émotions. Et là, donc, on développe actuellement un projet qui s'appelle Haptic Books. Donc, on veut évaluer et fabriquer des livres haptiques avec Daniel, avec la fameuse maison Les Doigts qui rêvent, et qui sont censés utiliser beaucoup plus d'expériences sensorimotrices. On va se situer dans ce qu'on appelle la cognition incarnée, où on va générer en fait des petits gestes qui sont censés aider la personne aveugle à se représenter le concept. Et on va appliquer ce qu'on appelle un design participatif. Alors typiquement, si vous voulez voir
Donc là, on va impliquer les aveugles. Il y a par exemple un extrait qui a été fait, qui vient juste de sortir, qui a été développé par Daniel, de l'équipe du laboratoire, qui a un livre, Hervé et moi, c'est un illustrateur qui est très connu, qui a des milliers de livres partout, à l'album, et du coup, il a été adapté de façon tactile. Vous pouvez aller le voir, ils ont fait un cahier d'activité tactile, et c'est quelque chose qui vient juste de sortir, et qui est très joli. Donc, je vous invite à aller voir. Et puis, bon, voilà, c'est en cours. Et du coup, là, on associe aussi dans la fabrication des groupes d'aveugles qui vont participer donc à l'élaboration de cette affaire-là. Donc, en conclusion générale, et je suis bon, à peu près, on a à la fois, alors vous voyez, cette expérience visuelle, eh bien, on ne peut pas dire qu'elle a un effet massif sur tout le développement psychologique de l'enfant aveugle, mais elle a des effets ciblés. Et typiquement, il y a tout un tas de domaines où avoir de l'expérience visuelle ou non, bah, ça n'a pas d'effet, comme par exemple tout ce qui est le raisonnement logique, tout ce qui est le verbal, le langage, l'inférence haptique de position spatiale sur un espace proche, ou les objets 3D, ou l'expression spontanée des expressions émotionnelles. Pas de problème, on n'a pas d'effet massif sur le développement. Par contre, on a d'autres secteurs où cette absence d'expérience visuelle eh bien, génère un retard, alors pas du tout qualitatif, mais tout est décalé dans le temps, tout prend plus de temps, et donc va nécessiter un entraînement, une remédiation beaucoup plus forte. Et c'est ça, du coup, qui doit être beaucoup plus traité et focalisé par les éducateurs dans les centres, comme par exemple tout ce qui est l'inférence spatiale des conséquences du déplacement. Ça, c'est un vrai souci, mais ça, ils le savent parfaitement. Tous les travaux avec les instructions locomotion, tout ce qui est travailler sur tout ce qui est figure géométrique prototypique. Est-ce que du coup il y a des expériences prototypiques en haptique? Il y a des questions qui se posent. Les images tactiles, les livres tactiles et l'expression volontaire des expressions émotionnelles. Si vous voulez en savoir plus, eh bien il y a en français le livre La main, le cerveau et le toucher, puis il y a les autres qu'on a fait avec mes collègues, avec Yvette et Atwell et Arlette Stréry, et puis celui qu'on a fait en anglais, mais qui va bientôt être traduit en français, par les doigts qui rêvent, voilà, qui s'appelle Psychologie du toucher et la cécité. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page de notre laboratoire pour participer à nos recherches. Voilà. Et j'ai terminé.